Bienvenue dans le journal. Quel est l'impact de la finance alternative sur l'économie nationale? La question était au centre du symposium international du financement alternatif. Il a tenu ses assises hier samedi dans la capitale économique ivoirienne. Cette édition a été consacrée à l'impact de la finance. À Gbon, dans la région de la Bagoué, la ministre de l'Éducation nationale a exhorté les jeunes, en particulier les filles, à se former. C'était à l'occasion de la présentation des travaux des 45 élèves du centre de formation professionnelle. Les Grecs doivent décider ce dimanche de leur avenir. Ils sont 9,8 millions à se rendre aux urnes pour choisir entre oui et non aux réformes demandées par les créanciers. Dans les médias, la campagne a été menée pour le oui quand le gouvernement appelle à voter non. Bonjour et merci d'être sur RTI 1 pour ce nouveau journal de 13h ce dimanche 5 juillet. Comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes? C'est le sujet du magazine du dimanche. Aujourd'hui, le directeur du développement de la formation du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Alphonse Namien. Bonjour Madame. On vous retrouve tout de suite après le point de l'actualité. Fin de la campagne de sensibilisation en milieu universitaire sur la promotion de la paix et de la non-violence. Les étudiants se sont engagés à promouvoir ces valeurs, surtout en cette année électorale. Et le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, présent à cette occasion, les a invités à avoir des comportements citoyens et à agir en faveur de la paix en toutes circonstances. Kouadio Kwame. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. C'est en ces lieux que les étudiants des universités publiques et des grandes écoles de Côte d'Ivoire ont scellé l'alliance de la paix et de la non-violence en milieu étudiantin. Et le ministre Nyamie Kona de rappeler que la violence, les grèves et l'indiscipline ont un impact négatif sur la qualité de la formation. Il est donc indiqué de faire la promotion de la paix dans un environnement propice aux études pour de nombreux défis à relever. Les étudiants ont donc pris l'engagement de cultiver l'art de vivre ensemble, de proscrire la violence. Prenons l'engagement en adoptant un comportement exemplaire fondé sur des valeurs de tolérance, de concorde et de non-violence qui sont à la base de toute société harmonieuse tournée vers le développement économique et social. Les responsables d'institutions académiques ont exhorté les étudiants à éviter les errances du passé pour le respect de l'esprit de la lettre de la campagne et des engagements pris. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a indiqué sa contribution à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes dans la perspective des consultations électorales à venir. Le président de la République s'est donné pour priorité de permettre aux jeunes de retrouver des repères moraux et éthiques. L'éducation pour une culture de la paix et de la non-violence demeure une composante essentielle d'un développement humain durable, car il n'y a pas de développement humain sans paix. Une jeunesse consciencieuse, ayant le sens du civisme, du partage, du pardon, du goût du travail et de l'excellence. Le Premier ministre a rappelé les efforts de l'État en faveur de l'enseignement supérieur. Pour pérenniser les acquis de cette campagne, un comité d'éveil est nécessaire afin de faire des étudiants des ambassadeurs de la paix et des artisans de l'édification de la Côte d'Ivoire de demain. 12 projets de loi ont été adoptés ce vendredi à l'Assemblée nationale, 8 portant notamment ratification d'ordonnances et 1 répression du terrorisme. Hamza Diaby. Le projet de loi portant statut des greffiers pour l'amélioration du système judiciaire en Côte d'Ivoire a été adopté ce vendredi en plénière à l'Assemblée nationale. Avec lui, 8 projets de loi portant ratification d'ordonnances, dont celles fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ce vendredi également, les parlementaires ont adopté la loi organique déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Les partenaires au développement attendaient aussi cette loi-là. Et il était bon qu'aujourd'hui où nous parlons de transparence, aujourd'hui où nous parlons de corruption, et cette loi-là viendra aussi de la Cour des comptes, aussi avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ces lois vont venir réglementer en tout cas la transparence économique en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que désormais, il n'y aura pas d'impunité à ceux qui croiront utiliser l'argent de l'État pour leurs propres besoins.
Et cela est très important. Tous ces projets de loi adoptés ce jour favoriseront l'arrivée massive d'investisseurs en Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, un climat des affaires sain, la répression du terrorisme et la préservation de la paix. Le terrorisme aujourd'hui est mondialement un fléau qui sévit. Et ici en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président de la République avait déjà anticipé en prenant des ordonnances qui permettaient à l'État de Côte d'Ivoire de prévenir ou de réprimer les actions terroristes. Aujourd'hui, le président de la République vient encore avec une loi pour renforcer le dispositif légal en Côte d'Ivoire, de sorte qu'aujourd'hui, nos juridictions sont capables de prévenir ou de réprimer tout acte terroriste. Après le vote de la loi en plénière, le président de la République Alassane Ouattara va la promulguer, puis elle va entrer en vigueur. À partir de cela, les juridictions compétentes vont se saisir du dispositif pour mener le combat au plan juridique contre tout acte de terrorisme ou tout individu reconnu comme terroriste sur le territoire ivoirien. Le Symposium international du financement alternatif a tenu ses assises hier samedi. Cette troisième édition a été consacrée à l'impact de la finance alternative sur l'économie nationale. Armand Bourou et Patricia Omoetia. Grand moment de célébration de l'actionnariat populaire et des modes de financement alternatifs. Le Symposium international du financement alternatif SIFA 2015 a établi les liens entre le marché financier et le développement économique. Les débats ont permis de montrer l'importance du marché financier. Il faut un développement économique qui repose et social, qui repose dans un premier lieu sur le développement d'infrastructures productives. À un second niveau, il y a le développement du secteur privé qui est caractère de richesse. Donc le marché financier intervient dans ces deux entités-là, au niveau de ces deux axes de développement de l'économie, pour apporter des capitaux, pour apporter un écosystème qui permette un financement sur le long terme et de façon durable. Donc c'est en cela que le marché financier est un facteur déterminant pour le développement économique des nations. Les experts ont aussi instruit sur la contribution du financement alternatif, cette sorte de tontine moderne permettant au réseau des investisseurs d'aider l'activité économique dans les États. En Côte d'Ivoire, les business angels sont au nombre de 150. En 2020, puisque nous allons avec un plan quinquennal, les business angels Côte d'Ivoire seront au nombre de 1000 et pourront donc lever en fonds propres, entre guillemets, ils auront cotisé individuellement 1,1 milliard. C'est par là que vous définissez en quelque sorte l'impact des business angels sur l'économie nationale. Ils deviennent donc un acteur principal ou l'un des acteurs principaux de développement. Quant à l'initiateur du SIFA, il fait le constat d'un attrait réel des investisseurs du monde entier pour la Côte d'Ivoire, mais il déplore que les Ivoiriens traînent encore les pas concernant cette dynamique. Les PME pourraient également être un puissant outil de développement. Pour cela, il faudrait les dynamiser. C'est à cela que s'emploie un économiste canadien pour la Côte d'Ivoire. Il est dans le pays pour apporter son expérience au développement des PME. Pargasse reconnaît. Dynamiser les petites et moyennes entreprises et PME pour en faire de puissants outils au service du développement. C'est de cela qu'il a été question au cours de ce point de presse. Pour Gaston Gowou, économiste et statisticien, président du CES Institute, la croissance inclusive et le développement soutenable impliquent la création de nombreux emplois. Qui sont les PME qui emploient le plus de personnes, qui amènent à beaucoup plus de réduction de pauvreté, ne sont pas analysés pour qu'ils puissent recevoir l'appui nécessaire du gouvernement. Un lien manquant qui peut trouver réponse dans les recommandations si énumérées. Revoir le cadre législatif des PME. Les PME doivent avoir accès de manière assez claire et objective à une certaine partie des marchés publics. Depuis peu, le vœu des autorités ivoiriennes est de hisser la Côte d'Ivoire au nombre des pays émergents. Si le conférencier peut noter des bons points dans l'application de cette volonté, n'empêche que les petites et moyennes entreprises demeurent la clé de voûte. L'UEMOA, c'est un marché de 80 millions d'habitants. Et la Côte d'Ivoire peut utiliser ce marché-là pour se développer, exporter énormément. Une des recettes qui doivent être mises en place immédiatement dans le pays pour pouvoir accaparer ce marché, c'est de pouvoir développer ces PME en Côte d'Ivoire
pour qu'elles puissent exporter et puis être présentes dans les 8 pays de l'UEMOA. Depuis 2012 en Côte d'Ivoire, la PME est une entreprise dont le chiffre d'affaires est égal ou inférieur à 1 milliard de francs CFA et dont l'effectif des employés permanents ne dépasse pas 200. À Yamoussoukro, un site de 750 hectares abrite les unités industrielles depuis 2009. Une commission locale a été créée pour l'attribution de ces lots industriels. Elle vient de visiter la zone pour faire le point des activités menées sur place. Kader Sogodogo. La commission locale d'attribution des lots industriels Klali de Yamoussoukro, présidée par le préfet des régions, visite la zone industrielle. Cette zone créée en 2009 s'étend sur 750 hectares sur la route de Saint-Fra. Elle avait reçu une dizaine de projets d'implantation. 6 ans plus tard, c'est une seule unité spécialisée dans la fabrication d'aliments de bétail et de volailles qui a ouvert. Après la visite de la Klali, des recommandations ont été faites pour rendre la zone industrielle de Yamoussoukro attractive, notamment la réalisation de l'aménagement et le bornage du site, le règlement définitif de la question de la purge des droits coutumiers, le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, eau, électricité et téléphonie. La commission entend tout mettre en œuvre pour régler ces insuffisances pour faire de Yamoussoukro une ville industrielle. La Klali a terminé la visite par une carrière située hors de la zone industrielle en vue de constater les conditions d'exercice d'une unité industrielle évoluant en dehors de la zone industrielle. À Gbon, dans la région de la Bagoué, les jeunes et les filles en particulier sont encouragés à se former. Le centre de formation professionnelle a accueilli 45 élèves pour cette année scolaire 2014-2015. Leurs travaux ont été présentés au grand public lors d'une journée porte ouverte. Soro Corona, Kader Sogodogo. Dans le souci de rapprocher la formation professionnelle de la gente féminine, des centres professionnels sont construits dans le pays. La commune de Gbon, dans la région de la Bagoué, a bénéficié d'un centre de formation professionnelle. 2 types de formations sont dispensées dans ce centre. Une formation diplômante conduisant à un certificat d'aptitude professionnelle, CAP, dans les filières sanitaires sociales et coupe-couture, et une formation qualifiante. Après une année scolaire, le centre de formation professionnelle de Gbon a initié une journée porte ouverte. Objectif, voir de plus près le savoir-faire des apprenants. Tenue scolaire, boubou pour hommes, boubou pour femmes, tenue des villes, tenue traditionnelle, vestes sur mesure, chemises en pagne ont été présentées aux invités. La présidente de cette journée, la ministre Kandia Kamara, et le parrain Kamisoko Mamadouba ont simplement apprécié les travaux des élèves. Regardez ce que ces jeunes filles et ces jeunes garçons savent faire. Je voudrais lancer un appel à toutes les populations de la Bagoué. Vous ne pouvez pas laisser des compétences comme ça ici, avec de tels savoir-faire, pour aller faire coudre vos habits ailleurs. Pour soutenir ce centre, Kandia Kamara et le parrain Kamisoko Madouba ont fait un don de plus de 2 millions de francs CFA. La première promotion du CFP de Gbon compte 45 élèves, dont 4 garçons. Les meilleurs élèves de 4 villages du département de Didiévi ont été primés. Les cadres du département veulent ainsi encourager la saine émulation et faire la promotion de l'excellence. Thérèse Yoboy. Ce sont au total 120 enfants de 4 villages du département de Didiévi qui ont été primés. Il s'agit d'Nda Akisikro, Atekro, Koumeakafukro et Bodo. Dans les 2 premiers villages, les enfants ont eu un taux de réussite de 100% aux examens de CEP et à l'entrée en 6e, tandis que les 2 derniers villages ont enregistré 72 et 68% de réussite. Cette fête de l'excellence, la 6e du genre, vise, selon le parrain, à encourager les parents à mettre leurs enfants à l'école et à inciter les enfants de la région à être de bons élèves. La cérémonie a été marquée par un défilé, des ballets, des rencontres sportives. La plateforme syndicale de la presse de Côte d'Ivoire a pour objectif d'instaurer un dialogue social entre les patrons et les travailleurs. Cette plateforme existe depuis seulement 1 mois. Elle est en tournée pour présenter ses membres dans les différentes entreprises de presse. Reportage.
Après la radio-télévision ivoirienne RTI, l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC et le groupe Cyclone, éditeur du journal Le Temps, l'intersyndicale plateforme de syndicats des médias de Côte d'Ivoire, a rendu visite au groupe Fraternité Matin. Une tournée qui vise à faire connaître le comité exécutif de l'intersyndicale et à exhorter les patrons au dialogue et à la concertation. Beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à la chose syndicale. Nous allons mener des actions pour que ce vide-là soit comblé. L'un des éléments importants de notre tournée aussi, c'est faire en sorte que, au niveau de nos structures, on sente cet esprit de solidarité en notre sein. Cela encouragera les travailleurs de la presse à vouloir s'impliquer vraiment dans la chose syndicale, parce que c'est pour le bien-être des syndiqués, le bien-être sous toutes ses formes, sur le plan moral, financier. En recevant la délégation de l'intersyndicale, le conseiller spécial du directeur général de Fraternité Matin, Anno Makani Léandre, a promis de transmettre fidèlement le message de l'intersyndicale aux premiers responsables du groupe. Il a surtout invité le bureau de l'intersyndicale à faire de la solidarité et de la fraternité son mode de fonctionnement. L'intersyndicale, créé le 30 mai 2015, est composé de 11 syndicats de médias de Côte d'Ivoire. À Daloa, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, les femmes de l'appareil judiciaire se sont rencontrées pour mettre sur pied une stratégie. Elles veulent participer à l'émergence du pays. Le point de la rencontre avec Thérèse Yoboué. La femme est devenue aujourd'hui un maillon incontournable dans le processus de développement économique, politique et social. Les femmes issues de l'appareil judiciaire de Daloa, qui ont choisi comme thème de leur rencontre « Femmes de l'appareil judiciaire », ne reste pas en marge de l'émergence, veulent montrer comment ce thème colle à l'actualité et vise au respect de la parité homme-femme prônée par le gouvernement. Le représentant du maire a félicité les organisatrices de cette rencontre pour leur abnégation et leur ténacité dans l'exercice de leurs fonctions. La marraine de la cérémonie, Léopoldine Kofi Tiezan, présidente du réseau international des femmes pour les actions affirmatives, RIFA, a insisté sur le rôle de la femme, un pouvoir dans la maison dont la force participe à la paix, la cohésion et la stabilité de la famille. Les femmes ont toujours fait émerger la Côte d'Ivoire par leurs actes, en tant que celles qui donnent la vie et de fois qui risquent leur vie en la donnant. Votre thème vient renforcer le thème du président de la République. La cérémonie a été ponctuée par la distinction de plusieurs personnes ayant marqué par la qualité de leur travail et leur conscience professionnelle l'appareil judiciaire. À Daloa. L'Union européenne et l'ONG Hope viennent de lancer un projet pour améliorer l'accès des populations urbaines défavorisées à des soins de qualité. 5 districts sanitaires vont en bénéficier pour un coût de 720 millions de nos francs. Serge Coléa. Le projet APUS, c'est le projet d'amélioration de l'accès des populations urbaines défavorisées des districts sanitaires de Trècheville, Marcory, Agamé, Plateau, Atekoubé, Abobo-Est, Yopougon-Est et Yopougon-Ouest Songon aux soins de santé primaires à travers le renforcement des capacités de 10 établissements de santé communautaires et de leurs associations gestionnaires. Le projet APUS garantit l'accessibilité de nos structures à la population. Deuxièmement, l'Union européenne va doter ces structures d'un apport important en médicaments, à moins de coûts. Le plateau technique va être renouvelé pour répondre aux attentes de la population. Troisièmement, il va y avoir une formation de renforcement des capacités des acteurs, c'est-à-dire des prestataires de services, qui sont les médecins, les sages-femmes et autres, mais ensuite les gestionnaires communautaires. Ce projet va également permettre d'améliorer l'offre, l'accessibilité, la qualité des soins et l'utilisation des services de santé dans 10 établissements de santé communautaires en mettant un accent particulier sur la mère et l'enfant. L'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant sont deux des objectifs du millénaire pour le développement qui sont cruciaux. Les mères peuvent se rendre dans les centres de santé à base communautaire, elles seront bien accueillies, elles seront bien suivies pendant tout le temps de leur grossesse, elles pourront accoucher en sécurité, et si quelque chose se passe, elles seront référées et les enfants seront bien suivis, bien vaccinés et bien pesés.
Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers la représentante de la ministre Raymond Goudou Kofi, a assuré les animateurs du projet du soutien du gouvernement ivoirien. Le projet APUS a été financé à hauteur de 720 millions de francs CFA par l'Union européenne. Il sera mis en œuvre par l'ONG HOP pendant 2 ans. Le réseau des jeunes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire sensibilise la jeunesse à la culture de la paix. Pour les initiateurs de cette campagne, seule la paix peut assurer l'accès des jeunes à l'emploi. Abou Sanego. Au cours de la conférence qu'il a animée, le président du réseau des jeunes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, Rejassi, Félix Ewi, a appelé les jeunes au raffermissement des liens de solidarité, de partage et de cohésion sociale. Car selon le président du Rejassi, l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse. Celle-ci doit donc en prendre conscience dès maintenant et œuvrer elle-même à son insertion dans le tissu social. Puis, pour coller à l'actualité, Félix Ewi a invité la jeunesse ivoirienne à s'inscrire massivement sur la liste électorale et à soutenir les actions de développement menées sur toute l'étendue du territoire par le président Alassane Ouattara. Dans l'ouest du pays, le chef du village de Zaliouan a reçu son arrêté préfectoral. La mutuelle de développement du village voit là un symbole d'ascension vers le développement. Mamadou Kwasi. Mandat lui est officiellement donné pour tenir les rênes du village de Zaliouan, dans la sous-préfecture de Galdouan. À la différence des autres chefs, Vilasco Akagboli a été élu le 14 juillet 2014, conformément à la tradition du pays BT. Les populations associées à l'événement ont été instruites sur leurs devoirs vis-à-vis de leur chef, le représentant de l'exécutif. Le chef de village a besoin du soutien de toute la communauté villageoise et surtout des cadres dans leur rôle de conseil. Le respect du chef de village constitue un élément à ne pas perdre de vue dans l'atteinte de cet objectif. À cet égard, j'invite la jeunesse à plus de respect et de dévouement à l'endroit du chef. Carrefour commercial, Zaliouan est un village de 15 000 âmes qui bénéficie de presque de toute la communauté de base d'une commune. C'est d'ailleurs ce que réclament les populations aux autorités. Du statut de village, Zaliouan va être érigé en commune de plein exercice. Ce rêve, les populations l'espèrent devenir une réalité. De 900 francs en 2010, le prix borchant du caoutchouc est passé à 320 francs en 2015. Cela pose bien évidemment problème au sein des producteurs. Après un bilan de l'année écoulée, la société coopérative a fait des dons à ses membres afin de les accompagner. Abou Sanego. Un tracteur agricole, un camion du matériel agricole. C'est le don offert par la société coopérative d'EVA et son conseil d'administration aux planteurs d'EVA de l'Agnébi-Tiassa, ce au cours de la 5e Assemblée générale ordinaire tenue à Tiassali. Faisant le bilan de l'année 2014, le président du conseil d'administration a indiqué que la récolte a connu une hausse de 18% par rapport à 2013. Le résultat net financier est excédent avec plus de 1 200 000 francs CFA et l'on avait enregistré 2371 tonnes de caoutchouc commercialisées. Tout s'est vraiment bien déroulé et malgré la crise qui secoue un peu la filière avec la baisse des coûts, avec aussi la désorganisation de la commercialisation intérieure, nous avons pu collecter environ 2300 tonnes et nous espérons qu'en 2015, nous allons pouvoir faire mieux. Ils ont donc promis de former pour cette année 50 planteurs et 50 seigneurs afin de les mettre à la disposition de nos planteurs. Donc nous voulons les rassurer pour leur dire que la coopérative se battra pour les aider à franchir chaque difficulté qu'ils vont pouvoir affronter au cours de l'année 2015 et au cours aussi des années à venir. Les membres de la coopérative conseil d'administration planteur d'EVA de Tiassalé ont salué le bilan du conseil d'administration. Par ailleurs, ils ont fait part de leurs préoccupations, notamment la sécurité des agriculteurs et leurs biens et l'amélioration de l'accès aux prêts bancaires. Créée en 2010, la coopérative conseil d'administration planteur d'EVA de Tiassalé compte à ce jour 328 membres avec un capital de 9 millions de francs CFA. 18e jour du mois de Ramadan pour la communauté musulmane. C'est un mois de jeûne et aussi de partage. La première dame de Côte d'Ivoire a offert du sucre et des vivres d'une valeur de 30 millions de nos francs aux musulmans de Côte d'Ivoire. Abou Sanego. Ce sont 15 tonnes de sucre, 30 tonnes de riz, 200 cartons de lait et 150 cartons d'huile. Le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA.
Un don de la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en vue de lui témoigner sa solidarité en ce mois de pénitence et de partage qu'est le Ramadan. Chacun de vous connaît l'implication de la première dame à soutenir les personnes vulnérables. Cet élan de solidarité prône l'amour du prochain, la compassion et la générosité qui sont des valeurs chères au cœur de celle qu'on appelle affectueusement Maman Dominique. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la première dame Dominique Ouattara. Ils ont fait des bénédictions pour le couple présidentiel pour son soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux et nous demandons au Tout-Puissant, qui est le miséricordieux, de la soutenir pour pouvoir continuer ce qu'elle a commencé. Et nous savons qu'elle est une dame pleine de grâce. Et donc, Allah va la gratifier et Allah va la payer au centime. Ça soulage beaucoup la communauté musulmane. Donc, ce geste nous va tellement droit au cœur. Sûr, c'est Dieu qui va la récompenser. Ce don de la première dame Dominique Ouattara marque le lancement de la caravane de dons de sucre et de vivres aux mosquées, associations et ONG islamiques de Côte d'Ivoire. La paroisse Saint-Françoise d'Assise d'Alépé initie en cette année électorale une prière pour la paix dans le pays. Les fidèles ont prié pour des élections apaisées. Honorine Anigori. Messe pour la paix à Aoutoué dans le département d'Alépé. Plusieurs autres activités ont marqué cette célébration. Il s'agit notamment du baptême de la chorale Saint-François d'Assise et de l'installation du présidium Notre-Dame des Victoires de la Légion de Marie. Il y a eu également les distinctions de la présidente des femmes catholiques, du père curé et du bureau du conseil paroissial. À la faveur de ces festivités, les paroissiens ont lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles leur viennent en aide pour la réussite de la mission d'évangélisation. Les autorités locales ont pris part à cette messe pour la paix à Aoutoué. L'histoire authentique des Baoulés, c'est le titre de l'œuvre d'un notable du roi des Baoulés. Après des années de recherche, il entend restituer la vérité sur l'histoire de ce peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Les Baoulés viennent de l'Égypte. Dans leur migration, ils ont transité par le Ghana avant de se baser définitivement en Côte d'Ivoire. Les détails de ce parcours sont confinés dans le livre de l'écrivain Ernest Kwame. Titre évocateur, Yéfini ou l'histoire authentique des Baoulés pour une histoire tout aussi passionnante. Il y a eu tellement de contre-vérités sur l'histoire du pays baoulé, il fallait à un certain moment établir la vérité historique. Le roi a demandé qu'on établisse cette vérité. Ici, la reine a établi son royaume en se basant sur l'organisation qui était faite au niveau de l'Égypte. Là-bas, il y avait 12 tribus en Israël et ici, elle a créé 8 tribus. La dédicace de ce livre a enregistré la présence de plusieurs têtes couronnées à Caen. Ces garants traditionnels ont marqué leur adhésion à l'étude menée par l'auteur. Quand vous connaissez bien vos us et coutumes, quand vous savez d'où vous venez, grâce à ce fondement-là, vous pouvez aller, je dirais, le cœur léger et tout confiant vers l'avenir. Yéfini ou l'histoire authentique des Baoulés est préfacée par Paul Akoto Yaou, professeur agrégé et intellectuel baoulé. Chacun de nous a une histoire. Mais à partir du moment où nous sommes retrouvés sur une terre où nous sommes ensemble, nous devons nous fondre dans une unité et éviter que cette diversité ne soit pas source de conflit. 173 pages, 11 chapitres pour restituer l'histoire des Baoulés. Pour l'éditeur du livre Charles Pémont, Yéfini, ou l'histoire authentique des Baoulés, vient enrichir le riche patrimoine culturel de ce peuple de Côte d'Ivoire. Comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes? Le sujet est au centre des actions du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Le directeur de ce programme est notre invité du magazine du dimanche et c'est de cela que nous allons parler avec lui. Mais avant, Sita Soro nous fait le point des actions du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Dans le souci d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la formation de l'entrepreneuriat jeune, et partant lutter contre le chômage qui s'élève à plus de 30% dans le pays, le projet Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation, JEI, a vu les jours.
Mis en place en 2014, les programmes JEI ont pour but de faire face aux difficultés d'emploi des jeunes et à l'insuffisance des compétences des micro-entreprises. Ces programmes s'adressent ainsi à tout jeune titulaire au minimum d'un Bac+2. Ils permettent de former et d'accompagner à la création d'une entreprise innovante selon les initiateurs, car l'essentiel, toujours selon eux, n'est pas d'entreprendre, mais plutôt d'être innovant dans ce qu'on entreprend. Les JEI comptent faire de la formation un puissant vecteur de développement et de croissance via le modèle formation, incubation et accompagnement. Ils incorporent l'insertion professionnelle de l'apprenant par la création d'entreprises avec déjà près de 50 en 2015. En partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres établissements nationaux et internationaux, ces programmes font de l'entrepreneuriat un métier et forment les jeunes en conséquence. Voilà, nous retrouvons maintenant Alphonse Niamien, directeur du développement du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Bonjour à vous, monsieur Niamien. Bonjour, madame. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, vous entendez contribuer à la baisse du chômage dans le pays par l'entrepreneuriat des jeunes. Mais quand on sait qu'il y a déjà plusieurs structures qui œuvrent dans ce même domaine-là, quelle est, votre particularité? Qu'est-ce que vous entendez apporter de plus? Alors, merci. Alors, comme l'avait dit tout à l'heure, lors de l'élément qui est passé, le modèle, c'est formation, incubation, accompagnement. Et c'est de ce modèle que vient la différence entre nos actions et les actions déjà entamées. Mais soulignons que ces actions entamées et les nôtres sont complémentaires. Il n'y a pas de favoritisation entre les éléments de promotion de l'entrepreneuriat. Ce que nous faisons au programme JEI, c'est de créer premièrement un dynamisme dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, plusieurs actions, vous avez cité tout à l'heure ces actions faites par le gouvernement qui font la promotion de l'entrepreneuriat et surtout de l'emploi jeune. Mais aujourd'hui, le taux de chômeurs des Ivoiriens augmente d'année en année. Nous avons de nouveaux diplômés d'année en année. Donc si le modèle mis en place ne permet pas d'être dynamique et d'auto-évoluer, nous allons arriver chaque année à venir réinjecter des fonds dans le domaine de l'emploi jeune pour toujours soutenir les nouveaux diplômés. Or, le modèle JEI permet de créer un dynamisme en sorte que chaque année, les emplois et les entreprises créées précédemment créent de nouveaux emplois. Et du coup, au bout de 5 ans, selon nos estimations, les modèles de formation dans les écoles pourront être autonomes et auto-créer des emplois pour leurs diplômés. C'est la principale différence. Alors, vous avez parlé de 3 étapes, formation, incubation, accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces étapes-là, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors, le modèle JEI, formation, incubation et accompagnement, permet à l'apprenant d'avoir des mécanismes et des compétences aptes à entreprendre et à rendre pérenne son activité. Alors, lors de la formation, les étudiants, pendant une année, vont parcourir divers champs de l'entrepreneuriat. Exemple, ils vont faire des cours avec des écoles à l'étranger, histoire de comparer comment se fait l'entrepreneuriat ailleurs et chez nous. Ça a été le cas cette année des États-Unis et de la France avec EM Lyon et Washington. Ils vont aussi apprendre à connaître l'économie de leur pays et de l'économie des pays voisins. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans l'ère de la mondialisation et du coup, créer de l'emploi juste pour notre pays, il faut aussi vendre à l'étranger. Donc, les étudiants sont allés au Cameroun pour connaître l'environnement de l'Afrique subsaharienne, pour comprendre comment le mécanisme de création d'emplois se fait ailleurs et comment ça peut être amélioré chez nous. Les étudiants ont aussi fait des cours en salle. Donc, évidemment, c'est une formation. Et donc, ils ont fait des cours avec des enseignants. Et lors de ces cours, ils ont eu à aller sur le terrain pour voir l'utilisation concrète des notions développées lors de ces cours-là avec le terrain. Alors, ils ont visité des entreprises, ils ont développé des projets pendant leur formation. Ça a été des projets qui ont été présentés à des écoles comme EM Normandie en France, qui est venu expressément nous assister en décembre pour voir ces étudiants-là dans ce mécanisme de projet de création d'emploi. Alors, dans la partie incubation, les étudiants vont apprendre à rendre pérenne leur projet qui est en train de mûrir. Ils vont faire de leur projet des nouveaux bébés d'entreprise. Ils vont passer de l'étape projet à l'étape entreprise. Et donc, quelles sont les compétences requises? Quels sont les projets qui peuvent être soutenus? Quels sont les éléments qu'il faut pour nourrir mon projet? Quels sont les espaces, les périmètres sur lesquels je peux mettre mon projet? Mon projet est-il transférable ou pas? Donc, toutes ces questions-là, les étudiants vont répondre lors de la phase d'incubation. Et c'est lors de cette phase-là que nous, dirigeants du programme JEI, nous donnons le premier contrat de travail aux étudiants. Contrat de travail en tant que salarié ou contrat de travail en tant qu'entrepreneur. Soulignons-le, l'entrepreneuriat est un métier. Alors, lors de nos passages à différents programmes, les étudiants nous montrent que
comme il n'y a pas d'emploi à l'ENA, alors je vais entreprendre. Comme il n'y a pas d'emploi dans le secteur public, alors je vais entreprendre. Nous leur disons, entreprendre est un métier. Tout comme le médecin. Oui, effectivement, ce n'est pas à défaut qu'on est entrepreneur. On est entrepreneur parce qu'on a fait une formation entrepreneuriale, parce que c'est un métier qui mérite d'être entretenu. Et donc, devient entrepreneur qui est formé à l'entrepreneuriat. D'accord, mais vous parliez tout à l'heure d'avoir au moins le Bac+2, vous évoquiez différents voyages. Comment est-ce que déjà ces étudiants sont sélectionnés? Et puis, comment se fait le financement de ce projet? Alors, effectivement, nous avons parlé de Bac+2 pour entrer au programme, parce que là, on est sur un programme de création d'emplois. L'étudiant qui a un niveau Bac+1, il est encore au niveau des parents, il n'a pas encore la vision d'aller travailler. Nous le laissons mûrir dans le système éducatif. À partir du Bac+2, donc le BTS, l'étudiant peut aller directement en entreprise. Donc nous recrutons les étudiants qui ont un Bac+2 et que nous formons en une année de licence entreprendre. Ou encore qui ont un Bac+4 que nous formons en une année de master entreprendre. Le mécanisme de recrutement n'est pas juste un examen, c'est l'esprit entrepreneurial. L'étudiant fait une simulation lors de laquelle il joue un rôle. Et on le regarde, on l'observe lors de cette simulation. Est-ce que l'étudiant développe des aptitudes entrepreneuriales? Lorsque l'étudiant est recruté dans le programme, effectivement, ils font des voyages, comme il a dit tout à l'heure, mais le programme JEI a certains partenaires. Alors, nous n'avons pas encore tous les partenaires que nous souhaitons avoir. Nous espérons en avoir encore plus bientôt, mais il y a des entreprises privées en Côte d'Ivoire, il y a des organes, même les écoles d'accueil du programme, qui sont les premiers soutiens du programme JEI. Lors de ces voyages en France, il y a eu des entreprises qui ont participé à plus de 50% du séjour des étudiants au Cameroun. Les écoles françaises sont venues en décembre et en janvier, ont soutenu le programme en animant des heures de cours, en offrant du matériel de formation, et tous ces éléments-là participent à financer le programme. Pour le financement des entreprises dans la phase incubation, nous allons employer plusieurs mécanismes, dont l'effectuation, qui permet à un étudiant de créer une entreprise à partir des moyens à sa disposition et à rechercher le complément ailleurs. Un exemple très banal, pour créer mon entreprise, j'ai besoin de 5 millions, dont 1 million le salaire du comptable, dont 1 million le loyer de mon entreprise. Alors, au programme JEI, chaque école d'accueil donne un incubateur au programme. Cet incubateur accueille les étudiants pour éviter de louer encore des locaux, 1 million d'épargnés. Chaque étudiant est formé à la polyvalence. Cette polyvalence amène l'étudiant qui est d'origine juriste ou économiste à faire de la comptabilité. Ils ont le logiciel de comptabilité qu'on leur offre, on les forme à la comptabilité. Ça fait encore 1 million d'économisés pour le comptable. Et donc, tous ces mécanismes-là qui sont issus de l'approche effectuelle permettent déjà de faire baisser le coût du financement. Évidemment, il va rester 1 ou 2 millions qu'il va falloir financer. Alors, nous nous tournons vers le partenaire du programme pour dire, OK, nous avons fait baisser le coût du financement. Venez nous aider à compléter le peu qui reste pour que nos étudiants puissent avoir de l'emploi, puissent créer leur propre entreprise. Surtout que créer une entreprise, c'est créer 10 emplois à horizon 24 mois. Surtout qu'on embauche d'autres personnes. Donc, on retient que l'étudiant vient juste avec son bagage intellectuel, son aptitude à entreprendre, et puis vous l'accompagnez sur tout le processus. Oui, effectivement. L'étudiant vient. Il n'est pas obligé de venir avec un projet de création d'emploi déjà prêt. Nous le formons à être entrepreneur. Nous le formons à développer des idées d'entreprise. Nous le formons à développer des projets viables et pérennes. Nous le formons à créer des entreprises qui embauchent le plus. Nous allons aller vers les secteurs qui sont beaucoup plus créatrices d'emplois. Nous allons aller plutôt vers des entreprises qui créent le maximum d'emplois. En sorte que, au GIE, nous disons, en sorte qu'à horizon 2020, nous puissions créer 1000 emplois. C'est ouvrir 10 classes de 30 personnes. Chaque classe donnera 10 entreprises à créer et chaque entreprise embauchera 10 personnes. Donc, par ce mécanisme simple, nous créons 10 emplois ou 1 million d'emplois. D'accord, mais quand on sait qu'au moins 25% des moins de 35 ans sont au chômage, et puis dans ce chiffre-là, ils ne sont pas tous universitaires, Bac+2 comme vous le disiez tout à l'heure, alors et les autres? Alors, effectivement, nous avons pensé dans l'évolution du programme JEI à la population pas hautement qualifiée, donc la population qui s'est arrêtée au lycée, qui a eu le bac, qui n'a pas eu le BTS. C'est ce que nous avons appelé pour nous JEI Inter. JEI Inter qui signifie JEI intérieur, JEI pays profond. Nous comptons dès la rentrée prochaine nous adresser aux collectivités locales pour leur dire, écoutez, les étudiants diplômés de vos différentes villes sont à Abidjan, la plupart n'ont pas d'emploi. Ils veulent revenir dans leur ville d'origine, c'est chez eux. Ils n'arrivent pas à revenir parce qu'il n'y a pas de certitude d'emploi chez eux. Alors, nous allons implanter des classes JEI à l'intérieur du pays pour que les étudiants diplômés qui sont à Abidjan puissent retourner chez eux dans ces programmes, pour qu'on puisse créer de l'emploi au niveau local et surtout pour que chaque entreprise puisse embaucher des étudiants ou des personnes non qualifiées.
il y a plein de métiers. Nous avons aujourd'hui un projet qui est notre projet phare de l'année, le projet Agro-Ibana, qui aujourd'hui va nous créer à peu près 20 emplois d'ici la fin de l'année 2015, qui embauche aussi bien les personnes diplômées et les personnes non diplômées. Alors, je rappelle que, M. Niamien, vous êtes le directeur du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Je vais vous prendre un exemple bien précis. Un jeune homme qui était ce matin même à la recherche d'un emploi, il dit qu'il était vigile dans une société de la place et que depuis à peu près 2 semaines, il est au chômage. Il est tellement désespéré qu'il dit accepter tout ce qui lui passerait sous la main. Il n'a pas de formation particulière, pas d'expérience à part ce poste de vigile. Lui, particulièrement, qu'est-ce qui peut être fait pour lui? Alors, vous avez dit qu'il n'a pas de diplôme particulier. Absolument. Il n'a pas le BTS. OK. Alors, ce monsieur peut travailler dans les sociétés nées du programme. J'ai cité tout à l'heure Agro-Ibana, qui est développé par 3 étudiants, Ophélia, Innocent et Fabrice. Ce projet embauche des personnes qui sont diplômées, mais aussi des personnes non diplômées. Donc, nous disons à ce monsieur qu'il vienne au programme JEI. Nous lui ferons une mise à niveau de métier adapté au JEI, adapté au projet Agro-Ibana, par exemple. Et il va intégrer l'équipe d'Agro-Ibana. Peu importe sa qualification, qu'elle soit diplômante ou non diplômante, il peut exercer dans ce projet et les entreprises issues du programme JEI incorporent ce mécanisme de recrutement et d'embauche des personnes non hautement qualifiées. D'accord. Et vous travaillez dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait qu'il y a des structures qui existent déjà comme le PGDEC, le FNJ et tout. Quels sont vos rapports sur le terrain avec ces structures-là? Est-ce que vous collaborez? Alors, effectivement, nous avons entrepris déjà quelques démarches vers ces organes d'État. Nous avons rencontré principalement l'AGEP au cours de l'année 2014. Nous avons invité même l'AGEP à notre événement dédié au WEF en janvier dernier, qui est un forum international de la promotion de l'innovation entrepreneuriale. Alors, nous avons aussi rencontré l'un des directeurs du mécanisme de l'emploi, le CNTIC particulièrement. Nous avons exposé le problème. Nous avons rencontré le gouverneur du district. Nous avons exposé aussi le problème. Nous attendons que ces organes vers qui nous sommes allés nous fassent le retour. Et surtout, le point a été de dire, OK, votre programme, il est bien. Il faudrait que vous ayez sur le terrain, qu'on voit les étudiants qui sont formés. Lorsque le projet, il est mature, nous, on vous accompagnera. Et donc, nous avons fini la première promotion. Les étudiants sont dans la phase qu'on a appelée chez nous pré-incubation, qui permet de consolider leur projet de création d'entreprise. D'ici le mois de septembre, ils vont entrer dans les différents incubateurs mis à disposition par les entreprises, par les écoles d'accueil. Et ces organes-là, nous espérons qu'ils vont nous accompagner dans le financement et dans la création d'emplois. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de vague qui est déjà sortie, qui est déjà sur le marché de l'emploi? Alors, sur le marché de l'emploi, nous ne comptons pas envoyer nos étudiants sur le marché de l'emploi, nous comptons plutôt les insérer directement dans le programme. Alors, nous avons déjà le projet Agro-Ibana que j'ai cité, qui a déjà commencé, qui a été financé déjà, qui est déjà en phase. C'est un projet de culture, alors Agro-Ibana qui signifie agriculture urbaine. Donc, c'est un projet qui fait la promotion de l'agriculture, des produits maraîchers, des produits vivriers en pleine ville, qui permet d'éviter plusieurs tracas dans le domaine de l'agriculture, comme le transport, comme les vols. Alors, ce projet a déjà reçu une partie de son financement et ce projet a commencé à former les personnes qui l'exploitent. Donc, les 3 personnes que j'ai citées tout à l'heure qui sont à la tête, aujourd'hui, sont tout le temps au bureau pour exploiter ce projet-là. D'autres projets, comme un projet Cocorico qui permet de faire de la production de poulets hybrides, les entrepreneurs sont actuellement à l'intérieur du pays en train de faire de la recherche, en train de voir les concurrents, en train de voir le marché. Je cite en passant Bayala et Jean-David qui travaillent pour ce projet-là. Donc, nos projets sont déjà en train de se tester. Mais on dit chez nous en entrepreneuriat, on ne crée pas un projet pour le tester sur le marché et ensuite faire faillite. Avant d'aller sur le marché, on a déjà testé le projet, on a déjà vérifié qu'il a du marché, on a déjà des bons de commande et ensuite on va sur la phase de financement. C'est pour ça que ces projets-là qui ont déjà reçu des financements, d'autres qui sont en attente de financement, ne sont pas encore sur le marché public parce que ces porteurs valident les besoins des consommateurs. Le gouvernement ivoirien a prévu de créer 1,7 million d'emplois jusqu'à la fin de cette année 2015. Il nous reste quelques 5 mois. Déjà, en termes de chiffres, quel est le bilan qui a été atteint et quelle est la part que vous comptez prendre? Alors, très bonne question. Il y a quelques jours, notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a fait un bilan déjà à mi-parcours de ce chiffre, qui était de 1 300 000 emplois créés depuis le lancement de ce programme. Alors, il a aussi ajouté que ces emplois ont été surtout créés en milieu rural. À ces emplois-là, nous comptons appliquer le mécanisme de JEI qui signifie créer par classe 10 entreprises qui vont créer 10 emplois chaque année pour aider le gouvernement à atteindre le chiffre
prévus. Ça nous fait 1000 emplois par an que nous comptons créer. Vous avez dit tout à l'heure, nous entendons créer 50 emplois pour 2015, vu que c'était l'année de formation. Mais chaque année, ce chiffre va doubler. Nous passerons à 200, 250 emplois d'ici 2017, jusqu'à ce qu'à horizon 2020, chaque année, nous créons au moins 1000 emplois. Alors, je précise que cette estimation est faite avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais s'il y a d'autres moyens qui s'ajoutent, évidemment, on peut passer de 1000 à 5000 à 1 million d'emplois. D'accord, on considère facilement. que ça, c'est un appel. Alors, les jeunes qui n'ont pas d'emploi en ce moment, qui sont au chômage, je suis sûre qu'ils écoutent avec beaucoup d'intérêt. Vous avez dit qu'ils peuvent venir directement vers le programme. Comment venir vers vous? Comment vous saisir? Comment faire partir de votre programme? Alors, aujourd'hui, le programme JEI est disponible dans 3 écoles à Abidjan. L'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, le groupe INSTEC à Treichville et l'école AIBS à Cocody-Danga. Alors, les étudiants qui sont intéressés par ces mécanismes de création d'emploi peuvent se rendre au secrétariat de ces 3 écoles. Et ensuite, nous avons forcément notre équipe qui est disponible pour les enregistrer, pour les mettre dans le circuit du recrutement, pour les faire des campagnes de formation. Tout étudiant qui vient à nous, qui a un véritable problème de recherche d'emploi, qui ne rentre pas dans les critères du JEI, on ne le laisse pas. On a forcément un mécanisme qui va l'aider pour lui-même en dehors du programme de JEI. Donc, nous disons à toute personne en recherche d'emploi ou voulant créer une entreprise de s'approcher de ces écoles et de nous trouver. Nous avons aussi un bureau permanent à Sol et Ange, qui est une des sociétés partenaires principales. Donc, vous pouvez passer au bureau de Sol et Ange et nous les recevrons pour tout ce qui concerne le programme JEI. Merci beaucoup, M. Alphonse Niamien. Vous êtes directeur du développement du programme Jeunes Entrepreneurs de l'Innovation. Les Grecs ont commencé à se rendre aux urnes ce dimanche pour se prononcer pour ou contre le plan de sauvetage proposé par les créanciers. Une victoire du non ouvrirait la voie à une sortie de la Grèce de la zone euro. Près de 10 millions d'électeurs sont appelés à voter pour ce référendum qui arrive après 5 mois de discussions infructueuses. Le gouvernement refuse de consentir à certaines réformes qu'il estime socialement trop difficiles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de journée sur RTI1.